Bretagne 5, l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes en direct du conseil départemental des Côtes-d'Armor où Christian Coy, le président du conseil départemental, nous reçoit. Je l'en remercie pour cette interview politique de la matinale. Bonjour, merci de nous recevoir ici. Bonjour et très heureux de vous recevoir au conseil départemental. Alors on va parler, j'allais presque dire de choses qui fâchent, puisque on entend beaucoup les élus, ce que l'on appelle les élus de terrain, et les conseillers départementaux le sont, le président du conseil départemental l'est. On vous a vu vous exprimer dans la presse ces temps derniers aux côtés d'autres présidents de conseils départementaux, on pense au conseil départemental de Loire-Atlantique ou celui d'Ille-et-Vilaine, pour former quelque chose qui ressemble en fait à un cri d'alarme concernant les finances des départements. J'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est mieux après les promesses de Michel Barnier ou est-ce qu'il y a encore une grande attente et peut-être une forme d'angoisse ? Alors, nous nous sommes réunis la semaine dernière au niveau des départements de France, puisque se tenaient les assises des départements de France à Angers, et on a eu deux temps forts, si je puis dire. Le premier, c'est avec l'ensemble des présidents de départements de France, et nous avons travaillé à une résolution commune pour tenir compte de la situation et en évitant les clivages politiques. Et nous avons abouti à une résolution commune à présenter au Premier ministre lors de sa venue. Et le Premier ministre donc est venu aux assises vendredi dernier et donc il a voulu répondre à certaines de nos interrogations. Mais je dois dire que pour ce qui nous concerne, nous sommes très déçus des annonces qui ont pu être faites. On rappelle peut-être en quelques lignes que le gouvernement souhaite faire contribuer les collectivités à hauteur de 5 milliards d'euros et que précédemment, le ministre en charge des Finances, Bruno Le Maire, avait même pointé du doigt les collectivités en disant qu'elles dépensaient trop. Et donc, moi, la question que je pose très directement, c'est est-ce qu'on doit être pointé du doigt alors que le déficit global des collectivités est de 1% sur l'ensemble du déficit de 3 200 milliards d'euros. Je pose la question et évidemment j'y réponds en disant que non, puisque nous sommes les départements en charge de la cohésion sociale et on ne fait que mettre en œuvre un certain nombre de politiques qui sont décidées par l'État. Donc, sur la contribution demandée de 5 milliards d'euros aux collectivités de manière générale, l'idée initiale, en tout cas, était de faire contribuer les départements à hauteur de 44% de la somme, c'est-à-dire 2 milliards 200 millions d'euros. C'est inacceptable quand on ne pèse que pour 1% dans le déficit de l'État. Donc ça, c'est le premier point, évidemment, d'insatisfaction pour l'État. Et la réponse qui a été apportée par Michel Barnier, elle est de dire il y aura une réduction significative de la contribution des départements. Donc, on en déduit qu'il y aura une contribution. Or, nous, départements, on estime qu'on contribue déjà largement à travers la mise en œuvre de notre politique sociale. Je pense à l'APA, je pense à la prestation de compensation de handicap et au RSA, pour lequel on paye en gros 60% des dépenses aujourd'hui, alors qu'au moment du transfert de compétences, on était à l'équilibre et le pourcentage de contribution était de 1%. Donc aujourd'hui, si je devais faire une facture à l'État, ce serait une facture de 85 millions d'euros. Avec, pour l'instant, des chiffres qui n'ont pas été donnés, hein, vous le disiez, Christian Coy, par le Premier ministre. Hein, on promet, mais il n'y a pas de chiffrage finalement. Alors, il n'y a pas de chiffrage pour l'instant, sauf que le débat arrive au Sénat depuis hier, et que Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé que la contribution globale des collectivités ne serait pas de 5 milliards, mais de 2 milliards. Donc à l'intérieur de tout ça, comment les choses vont se faire, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est de savoir
donc après le Sénat, ce qui va se passer pour faire adopter différentes mesures ou différentes évolutions de mesures. On a entendu certains de vos confrères d'autres départements, alors plutôt classés à droite, oui, qui ont dit, nous, si on ne peut pas y arriver, on va arrêter par exemple de payer le RSA. Est-ce que ce sont des dispositions qui vous sont passées par la tête à un moment en disant, voilà, on va alerter, on va arrêter certaines prestations? Alors ça ne nous est pas du tout passé par la tête, je tiens à vous le dire très directement, parce que si nous avons eu une résolution commune, toute opinion politique confondue, au moment des assises des départements de France, on diverge sur la méthode. Et nous, au niveau des départements de gauche, ce que l'on réclame, ce sont des ressources pérennes pour continuer donc à réaliser nos compétences obligatoires. Et j'ai entendu comme vous, en effet, les départements de droite, et je le dis, au niveau des départements de France, 2/3 des départements sont classés à droite d'ailleurs, des départements de droite qui ont annoncé deux choses. La première, c'est qu'à partir du 1er janvier, ils pourraient ne plus verser le RSA à la CAF. Et la deuxième, c'est qu'ils ne seraient plus disposés à accueillir de nouveaux migrants sur leur territoire. Donc nous, on est totalement opposés à cela. Et ce qu'on leur réclame, ce sont des mesures pérennes, très simplement, pour pouvoir assurer nos missions. On a le sentiment aussi entre eux que, en écoutant ce que vous dites, Christian Coy, ce sont un peu les départements et plus largement les collectivités territoriales qui paient finalement la dette, le déficit de l'État. Ben, c'est clair, puisque les collectivités territoriales, d'une manière générale, ont l'obligation d'équilibrer leur budget. Ce qui n'est pas le cas de l'État, et je le disais tout à l'heure en introduction, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne représente que 1% du déficit de l'État. Et nous, on estime, au niveau des collectivités territoriales au sens large, qu'on n'a pas à payer les errances ou les carences de l'État, et que, donc, on doit être en mesure de pouvoir exercer nos compétences. Est-ce qu'il faut repenser le financement des collectivités territoriales et peut-être justement des départements? Est-ce qu'à terme, il faudra, j'allais presque dire, mettre un peu tout à plat et revoir les financements, revoir aussi la participation de l'État? Alors, c'est un travail qui était mené, je vais dire, en début d'année par le député Éric Woerth, qui, à la demande du président de la République, donc a fait un travail dans ce sens-là au niveau des collectivités et a remis son rapport au mois de mai au président de la République. Alors depuis, vous avez vu l'instabilité politique dans laquelle on s'est installé, et donc ce rapport est aujourd'hui dans un tiroir. Et nous, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est qu'on travaille sur le fond, pour ne pas avoir à se poser tous les ans les mêmes questions de savoir comment on va boucler notre budget. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que si nous, départements, nous sommes dans l'incapacité de mettre en œuvre nos politiques, ce sont les autres collectivités qui vont en subir les conséquences, mais plus directement les costarmoricaines et les costarmoricains. Et donc c'est une fracture sociale supplémentaire qui va s'installer dans tout le pays si jamais cette équation-là n'est pas résolue. Alors, se pose la question aussi de comment faire entrer de l'argent dans les caisses alors de l'État, c'est une chose, mais des départements également. Ces dernières années, il y a eu des impôts qui ont été supprimés. On pense à la taxe d'habitation, par exemple. Est-ce qu'il faut repasser par l'impôt ou un impôt différent pour pouvoir faire rentrer un peu d'argent dans les caisses des départements ? Il y a une chose qui est très claire, c'est qu'en 2009, les départements disposaient de 4 taxes. La taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe professionnelle. Et petit à petit, on a éloigné donc les territoires de l'impôt. Donc ça a été dans un premier temps la taxe professionnelle, qui a été supprimée sous le gouvernement Sarkozy. Ensuite, il y a eu une contribution qui a été demandée à toutes les collectivités de 2013 à 2017 dans le cadre du plan de redressement des finances publiques. Donc pour un département, par exemple, ça se traduit par une évolution de notre dotation globale de fonctionnement qui pesait 120 millions d'euros en 2014. Aujourd'hui, elle pèse 90 millions d'euros.
Donc on subit toujours les conséquences de cette décision. Ensuite, le président de la République, candidat, donc avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, redevance télé, l'impôt sur les sociétés de ramener de 33% à 25% et un certain nombre d'autres mesures. En gros, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de rechercher 60 milliards d'euros qui correspondent précisément aux 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui ont été faits à travers toutes les mesures que je viens d'énoncer. Et pour les départements, depuis 2020, nous n'avons plus de pouvoir de taux. Donc on n'a plus de lien à l'impôt. Aujourd'hui, le dernier impôt qu'on avait, c'était le foncier bâti. Le foncier bâti a été remplacé par de la TVA. Et à l'époque, on nous avait dit, mais vous inquiétez pas, parce que la TVA est beaucoup plus dynamique que le foncier bâti. Eh bien, dans le projet de loi de finances là, qui est soumis à l'examen des parlementaires, il est question de plafonner la TVA issue de cette évolution donc, entre le foncier bâti et la TVA. Et donc aujourd'hui, les principales ressources fiscales dont on dispose, c'est la TVA, mais ce sont aussi ce qu'on appelle les frais de notaire, hein, les droits de mutation, si vous voulez. Et donc ça veut dire que nous avons d'un côté donc des recettes évolutives liées à l'activité économique, et de l'autre, nous avons des dépenses structurelles qui ne font qu'évoluer à la hausse, compte tenu de l'âge de la population notamment, et des compétences que l'on a. Alors justement, les compétences, on en demande beaucoup finalement aux collectivités territoriales. L'État se désengage de beaucoup de choses, transférant justement ces compétences par exemple au département. Finalement, si je vous entends bien, vous faites plus, en tout cas vous assumez plus de missions avec moins de moyens. Oui, c'est très clairement ça. Et en plus, on subit les décisions de l'État, hein, puisque les gens ne le savent pas. Mais à chaque fois qu'une décision est prise, par exemple, pour augmenter le RSA, il faut savoir que nous, on paye 60% du RSA. Alors, évidemment que c'est une évolution qui est satisfaisante pour les personnes concernées, on ne le critique pas. Ce qu'on demande tout simplement, c'est d'avoir les compensations financières à chaque fois qu'une décision est prise. Et la dernière décision qui a été prise, c'est celle de Catherine Vautrin par rapport au Ségur des personnels médico-sociaux. C'est une mesure décidée le 24 juin à hauteur de 170 millions d'euros, sauf que les 170 millions d'euros, on les attend au niveau des départements. Et donc ça ne peut pas durer comme ça. Et Michel Barnier a reconnu donc la chose, puisque la semaine dernière, il a annoncé la mise en place d'un comité stratégique pour faire en sorte que chaque décision qui se traduit par des dépenses nouvelles puisse faire l'objet d'une concertation avec notamment les départements. Alors, d'un point de vue plus politique aussi, on a une grande fracture sociale en France, on l'a vu. On a vu une montée assez importante lors des dernières élections du Rassemblement national. Un vote de refus, un vote sans doute de contestation, parfois d'adhésion. Est-ce que c'est inquiétant justement ce vote, en tout cas cette augmentation du Rassemblement national, dans le climat qui est ce qu'il est, pour la démocratie? Parce qu'on peut imaginer que voilà, la réflexion, c'est on attend beaucoup, on nous donne rien, on nous fait beaucoup de promesses, voilà. Et là encore, ce sont les élus de terrain qui sont face à cette colère. Les élus de terrain sont en première ligne, hein, donc on perçoit bien les mécontentements de la population, on les relaye, hein, et on essaye d'agir nous-mêmes, hein, par rapport aux compétences que l'on exerce. Et je rappelle très simplement que depuis 2021, nous avons augmenté les budgets relatifs à l'autonomie de 15% et les budgets relatifs à la protection de l'enfance de 53%. Donc, on agit pour essayer de résoudre les problématiques qui sont les nôtres, mais on ne peut pas agir sur la globalité des problématiques qui se posent, puisque d'abord, nous n'avons plus la clause de compétence générale depuis la loi NOTRe, et donc on agit dans les domaines dans lesquels on a la compétence. Donc nous sommes un acteur parmi d'autres, mais on est bien conscient qu'aujourd'hui, les réponses apportées au niveau global du pays ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu par la population.
Alors on a entendu, là aussi d'un point de vue peut-être un peu plus politique, certains candidats à différentes élections s'exprimer et dire finalement les départements, si on les supprime, ça diminuera le millefeuille administratif, les régions suffisent. Je me fais un peu provocant. Oh ben, moi, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un débat qui peut se poser. Ça ne pose pas de difficulté. D'ailleurs, il en a déjà été question. Sauf que, concernant les départements, vous n'avez aucune strate de collectivité qui se précipite pour reprendre des compétences qui, aujourd'hui, représentent des sommes considérables. Parce que je rappelle que 63% du budget de fonctionnement du département, ce sont des dépenses sociales. Ça représentait 56% en 2015. Donc vous voyez l'évolution des choses. Et donc il n'y a aucune strate de collectivité qui est particulièrement intéressée par reprendre ces compétences-là. Alors on a, c'est vrai, un très bel exemple avec les régions, puisque de 22 régions, nous sommes descendus à 13 régions il y a quelques années. Et l'un des arguments qui avait été déployé à l'époque, c'était de dire, bon, ça va permettre à l'État d'économiser 400 millions d'euros. Quelques années plus tard, ce que l'on constate, c'est que loin de diminuer les dépenses, ça les augmente, déjà d'une part, mais ce qui est plus dramatique, me semble-t-il, c'est que ça allait éloigner le citoyen dans certaines régions, pas en Bretagne, puisque la configuration n'a pas changé, mais dans certaines régions, par exemple, je pense au sud-ouest, ou en Occitanie, quand j'entends mes collègues présidents de département, eh bien, ça a éloigné le citoyen de la collectivité et, du coup, renforcé le positionnement du département parce que les citoyens viennent au département n'ayant pas d'interlocuteur spécifique pour d'autres strates de collectivité. Donc il y a une organisation territoriale qui peut être repensée. C'est pas du tout le sujet, il ne faut pas se bloquer sur des sujets comme ça. Simplement, il ne faut pas oublier que le citoyen, lui, il pense au plus près de chez lui. Et j'ai un exemple dans les Côtes-d'Armor. C'est quand il y a eu donc la réforme des intercommunalités. Nous sommes passés d'une trentaine d'intercommunalités à 8 aujourd'hui. Et dans des territoires comme le mien, celui de Guingamp-Paimpol, l'agglomération, qui fait la transversale entre la mer et la terre, si je puis dire, vous avez 57 communes. Et aujourd'hui, les citoyens, ils viennent en mairie parce que c'est le plus près de chez eux. Et ils ont perdu. Il y avait 7 intercommunalités, tout ça a fusionné en une, mais les personnes, en fait, cherchent le relais le plus près possible de chez elles. Et pour le département des Côtes-d'Armor, la chance que l'on a, c'est d'avoir 5 maisons du département sur tout le territoire qui permettent aux usagers d'aller au plus près pour faire valoir leurs besoins. Alors, il y a aussi la décentralisation. On en a beaucoup parlé. Elle a lieu petit à petits pas, pour reprendre une formule célèbre. Est-ce qu'il faut mieux décentraliser et mieux donner les moyens justement aux collectivités qui sont en contact direct avec les habitants ? Alors moi, je ne partage pas le point de vue que vous venez d'exprimer. J'estime au contraire qu'il y a une nationalisation rampante. Parce qu'à partir du moment où vous supprimez les moyens donc au département, puisque là on parle des départements, c'est une manière que vous ne leur donnez plus de pouvoir de taux, mais que vous leur donnez à la place des subventions ou des dotations, vous les tenez. Et donc, c'est une concentration du pouvoir à laquelle on assiste, plutôt qu'à une décentralisation. Et moi, je suis pour un nouvel acte de décentralisation qui donnerait les moyens aux collectivités d'exercer leur mission. Alors, les collectivités qui exercent leur mission dans de nombreux domaines, Christian Coyle, vous rappeliez le poids du social ici dans le département des Côtes-d'Armor. Il y a aussi des missions que les citoyens ne connaissent pas forcément. L'accueil, par exemple, des mineurs isolés. On entend des fois des critiques à cet endroit-là en disant voilà, on accueille trop de monde, on ne peut plus payer. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part ? Moi, ça m'interpelle, parce que quand je vais sur les territoires, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise cet été. Quand on est sur la filière pêche, qu'on s'adresse aux agriculteurs pour les primeurs, ou qu'on s'adresse à Kerméné, par exemple, qui emploie des salariés de l'agroalimentaire, tous me disent qu'heureusement qu'ils ont des salariés étrangers, sans quoi ils auraient d'énormes difficultés.
Donc ceci étant dit, ça ne résout pas du tout la problématique des mineurs non accompagnés, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un département de 600 000 habitants qui accueille 450 mineurs non accompagnés, c'est quand même dans le domaine du soutenable. Mmh. Vous comprenez que... est-ce que ça vous interpelle le fait que les gens pensent ça aujourd'hui? Est-ce que c'est le climat social, le climat politique? C'est-à-dire qu'on cherche un responsable aux problèmes que l'on peut avoir. Et donc, tantôt, on s'en prend aux politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, tantôt, on peut s'en prendre aux travailleurs étrangers parce qu'on peut estimer qu'ils prennent le travail des autres. Tantôt, on peut s'en prendre à certains corps, aux salariés, en disant, mais si on travaillait un peu plus, ça résoudrait des problèmes, etc. C'est ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui. On essaye de reporter, en fait, nos difficultés sur d'autres. Et je crois que c'est un débat de fond, c'est vrai, mais le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important aussi, et chacun dans sa diversité doit pouvoir trouver la place dans la société française. Justement, les élus de terrain, là encore, qui sont au contact des habitants, font face aussi des fois à des violences. On l'a vu ici à Saint-Brieuc avec le maire de Saint-Brieuc qui a été agressé, conditions particulières. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des remontées de terrain d'élus qui disent je suis fatigué, je suis harcelé, j'ai envie de jeter l'éponge? Écoutez, si je regarde les résultats des dernières élections municipales, vous avez eu un renouvellement de 45% des élus. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la société est faite de telle manière que les habitants sont de plus en plus revendicatifs. Et vous avez des populations qui étaient issues de certains territoires auparavant. Aujourd'hui, vous avez de nouvelles populations qui arrivent avec de nouvelles exigences aussi. Et quand je parlais tout à l'heure du vivre ensemble, ça génère parfois quelques difficultés. Je reste mesuré dans mes propos. Et donc, les élus, moi je suis élu local, je le vis au quotidien, les élus, en fait, sont sollicités à tour de bras pour des problématiques qui ne peuvent pas forcément résoudre eux-mêmes, et ils sont soumis parfois à des actes d'incivilité, de violence, d'insultes, de menaces, qu'ils ont de plus en plus du mal à supporter. Et moi je salue l'effort de tous ces élus locaux qui, pour pratiquement rien, aujourd'hui prennent des responsabilités énormes. Et donc, ce qui est arrivé à Saint-Brieuc, c'est arrivé à d'autres. Quand on traite certains sujets, et au département, on a eu l'occasion de traiter des sujets difficiles, je peux vous dire que les élus que nous sommes ne sont pas forcément toujours accueillis avec des compliments. Et donc, les élus, les maires, les conseillers municipaux, forcément s'interrogent sur leur rôle et à certains moments peuvent éprouver du découragement et peuvent une certaine forme de lassitude qui peut les inciter à ne pas se représenter. Et moi je leur dis, moi qui suis un élu de terrain qui a un peu d'expérience, je leur dis résistez. Résister parce que c'est la meilleure façon sur le terrain de faire valoir comment dirais-je, les politiques qu'on veut mettre en œuvre quand on est élu municipal. C'est la meilleure façon aussi de dire qu'on n'est pas prêt à accepter tout ce qui se passe. Donc je leur dis, restez confiants sur l'avenir. Des difficultés, il y en a toujours, mais grâce à vos collègues de conseil municipal, grâce au réseau qui est constitué en France où on a 36 000 élus, c'est un pouvoir local qui est remarquable et qu'on doit pouvoir traduire en action. Et donc, il ne faut pas réduire le débat à quelques incivilités ou à quelques menaces. Il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et la meilleure façon de le faire, c'est évidemment de pouvoir se présenter sans faire l'objet de menaces ou d'intimidation. Un dernier mot j'avais envie de vous entendre aussi, avant de conclure, sur les risques qui
peuvent advenir en termes social ici au département. J'entends pour ceux qui travaillent ici dans cet hôtel du département des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc. On parle de licenciement aujourd'hui. Si les budgets ne sont pas... en tout cas à la hausse, ou si vous n'arrivez pas à boucler le budget, on parle de 60 licenciements. J'avais envie de vous entendre là-dessus. Alors, il faut faire une distinction, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Parce que le mot licenciement n'est pas approprié à la situation. Nous, ce dont on a parlé, c'est des suppressions d'emplois. Et donc la manière d'agir, c'est de dire qu'il y a des personnes qui vont partir à la retraite et des personnes qui vont obtenir des mutations, et qu'à cette occasion-là, on réexamine la situation de notre organisation. Et c'est bien dans ce cadre-là que les suppressions d'emplois vont se faire, mais d'abord, une collectivité publique ne peut pas licencier, déjà pour commencer. Mais en plus, si vous voulez, nous, on est forcément amenés à faire des arbitrages par rapport aux décisions qui sont prises au plus haut sommet de l'État. Et les arbitrages que l'on fait, on les subit, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on souhaite faire. On subit donc les décisions de l'État et donc on est obligé, comme on l'a dit tout à l'heure en début de reportage, d'équilibrer nos budgets. Donc ça veut dire faire des arbitrages, ça veut dire revoir notre organisation et ça veut dire aussi l'adapter. L'adapter et tout en conservant les missions sur le terrain. Oui, et nous, je réaffirme clairement que le projet politique pour lequel nous avons été élus n'est pas remis en cause. Nous gardons le cap. Mais forcément, nous adaptons le projet politique aux moyens financiers dont on dispose. Donc on garde un petit peu d'espoir au niveau du département des Côtes-d'Armor. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui, Christian Coy? Vous êtes plutôt optimiste, réaliste, prudent? Moi, je suis quelqu'un de réaliste déjà, par nature, si vous voulez, mais je suis combatif. J'essaye de faire preuve de résistance par rapport à l'adversité, et j'essaye au plus haut sommet de l'État de porter la parole du département et de faire en sorte qu'on ait des réponses aux questions. Vous arrivez à vous faire entendre néanmoins? Alors, est-ce qu'on arrive à se faire entendre? J'aurais tendance à vous dire oui. Quand on a réussi à faire venir la ministre Aurore Bergé, il y a un peu plus d'un an, donc pour défendre nos EHPAD, on a quand même obtenu un certain nombre de moyens et on a eu un dialogue qui nous a permis de travailler et de faire avancer un certain nombre de choses. Quand on a rencontré la ministre en charge de la protection de l'enfance la semaine dernière à Angers, évidemment, que c'est pour faire porter un certain nombre de préoccupations qu'on peut avoir sur la protection de l'enfance. Donc on reste combatif, on porte la parole du département et on essaye de mettre en œuvre les politiques pour lesquelles on a été élu, mais évidemment on est conscient qu'on a plein de difficultés et il faut les partager. Christian Coy, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, nous recevait ici à Saint-Brieuc, à l'hôtel du département, dans son bureau, pour répondre aux questions de Bretagne 5 matin. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de cette interview et j'espère que ça contribuera à mieux expliquer encore les choses, car même si on le fait au quotidien, on sait qu'il y a toujours un déficit de communication et qu'il faut toujours mettre l'ouvrage sur le métier. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.